Si vous étiez pris au piège dans un tube sans fin, rempli de pièges automatisés mortels, que feriez-vous? Cette femme ne sait pas si elle a été enlevée par des extraterrestres ou emmenée dans l'au-delà, mais la seule façon pour elle de s'en sortir est de continuer à avancer. Et même la mort n'est qu'une échappatoire temporaire ici. J'espère que vous n'êtes pas claustrophobe, parce que je suis là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment vous échapper du tube de la mort dans Méandre. Cette femme est sur le point de vivre l'expérience la plus dingue de sa vie. Au fin fond de la campagne, une jeune femme est allongée sur le dos au milieu de la route, observant nerveusement un véhicule qui se rapproche. Le pick-up continue d'avancer sans aucun signe de ralentissement, mais au dernier moment, la femme se relève et s'écarte. Le conducteur lui demande si elle a besoin qu'on la conduise quelque part, mais la femme a la sagesse de refuser. Il lui dit qu'elle trouvera la station-service la plus proche à plus de 10 km plus loin sur la route. Puis il enclenche la vitesse du véhicule et commence à s'éloigner. Mais avant qu'il n'ait pu aller bien loin, elle décide qu'elle préfère prendre le risque de faire la route avec lui. Et il ouvre silencieusement la portière côté passager pour qu'elle puisse monter. Mais ce sera là sa plus grosse erreur. Ils se présentent respectivement comme Adam et Lisa, et l'homme remarque à l'accent de cette dernière qu'elle doit venir de France. Quand il lui demande si elle a de la famille dans les environs, Lisa répond que sa fille aurait eu 9 ans aujourd'hui. S'ouvrant un peu à lui, elle lui dit que la seule chose qu'elle souhaiterait le plus au monde serait de pouvoir revoir sa fille. Et c'est alors qu'Adam se lance dans un discours empreint de nihilisme sur le fait que tout le monde meurt seul. À ce stade, Lisa commence déjà à être un peu effrayée, alors elle décide d'allumer la radio pour se distraire. Et elle est immédiatement confrontée à un reportage enjoué sur un double meurtre récent pour lequel le tueur n'a toujours pas été retrouvé. D'après la police, le suspect est un homme blanc aux cheveux courts et à la main tatouée d'une croix. Et putain de merde, c'est lui! Lisa regarde l'homme avec une incrédulité stupéfiante. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, il freine brutalement et fait entrer sa tête en collision avec le tableau de bord, ce qui l'assomme complètement. Ok, ça n'aura pas pris beaucoup de temps. Le plus fou dans tout ça, c'est qu'on est maintenant en train d'assister à un événement historique. Parce que Lisa vient peut-être de battre le record d'Annie dans Vendredi 13 pour ce qui est de se faire tuer en faisant de l'autostop avec un certain pourcentage de vitesse. Au moins, Annie a réussi à sortir de la voiture avant de mordre la poussière. Mais pour ce qui est de toi, Lisa, tu as C'est pour ça que ta grand-mère t'a toujours dit de ne jamais monter dans la voiture des inconnus. Mais puisque tu as visiblement besoin d'un rappel, Lisa, laisse-moi t'expliquer une petite chose. La raison pour laquelle nous ne devons pas faire ce genre de choses, c'est parce qu'on ne sait jamais quelles sont les intentions de la personne. Il n'y a aucun moyen de savoir si tu vas monter dans la voiture de Mr. Rogers ou de Jeffrey Dahmer. Alors il vaut mieux être prudente que de le découvrir à tes dépens. Surtout quand tu es au milieu de nulle part, où il n'y a pas âme qui vive pour t'aider si le type s'avère être une sorte de monstre. Mais tu ne t'es même pas arrêté là! Oh non! Parce qu'environ 30 secondes après le début de la balade, tu t'attaques à ce parfait inconnu avec le bon vieux « Ouais, je voyage complètement seul dans un pays étranger, sans amis ni famille qui remarqueraient ou se préoccuperaient de moi si je disparaissais tout à coup pour ne plus jamais réapparaître. » Pourquoi tu me demandes ça, mon pote? À l'avenir, ce que nous ne ferons plus jamais, c'est raconter à ce genre de type que nous venons de rencontrer tout ce qu'il y a à savoir sur notre vie privée. Au lieu de ça, on lui racontera qu'on vient d'obtenir notre ceinture noire de jiu-jitsu brésilien et que notre père est aussi un genre de Liam Neeson de Taken. Ça devrait le faire réfléchir à 2 fois avant qu'il n'essaie de faire quoi que ce soit de moins drôle. Maintenant, crois-le ou non, une fois que tu as réalisé que ton chauffeur Uber était un tueur recherché, tu avais la possibilité de faire autre chose que de le regarder comme un lapin devant des phares en attendant l'étreinte froide de la mort. Tu aurais pu lui mettre un putain de coup de poing dans le nez, attraper le volant et forcer le véhicule à sortir de la route. Tu aurais même pu sauter et faire une roulade tactique à pleine vitesse comme l'avait fait Annie dans les années 80. Je dis pas que ça aurait garanti ta survie, mais ça aurait toujours été mieux que de te faire assommer par le tableau de bord sans même avoir eu l'occasion de te débattre. Le pire dans tout ça, c'est que tu aurais tout à fait pu faire le trajet à pied sans même avoir besoin d'un chauffeur pour commencer. Les indications pour retourner en ville étaient assez simples. Il suffisait de continuer à marcher tout droit sur la route. 10 km au milieu de nulle part, c'est pas exactement une promenade de santé. Et ça n'aide pas qu'il soit déjà tard. Mais à un rythme rapide, tu aurais pu faire ça en un peu plus de 2 heures. Et tu aurais même pu réduire ce temps de moitié si tu avais accéléré jusqu'à un léger footing. Bien sûr, il y a toujours le risque qu'il attende un peu plus loin pour te prendre en embuscade. Mais je préfère courir ce risque plutôt que d'être coincé sur le siège passager de son véhicule. En fin de compte, c'est pas pour rien qu'on nous apprend dès le plus jeune âge à ne pas monter en voiture avec des inconnus. Et parfois, accorder aux gens le bénéfice du doute est tout simplement trop risqué. On pourrait penser que croiser le chemin d'Adam était la pire chose qui aurait pu lui arriver aujourd'hui. Mais à vrai dire, les choses sont sur le point de devenir encore plus insensées que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Je suis désolée Lisa, mais tu as vraiment merdé.
À son grand soulagement, Lisa finit par se réveiller apparemment indemne. Mais ce sentiment ne dure pas longtemps. Quand elle regarde autour d'elle, elle se rend compte qu'elle a été piégée dans une sorte de boîte en acier confiné avec une lumière bleu pâle qui brille à travers une série de points et de tirets sur les 4 murs. La personne qui l'a amenée ici l'a également vêtue d'une combinaison à l'aspect futuriste et lui a attaché au bras un étrange appareil muni d'une bande de lumière jaune. Elle tend l'oreille et entend des bruits de machines et des voix étranges venant de l'autre côté. Elle se met à crier désespérément pour que quelqu'un l'aide. Mais ça ne sert à rien. Du coup, elle essaie de se frayer un chemin en appuyant de toutes ses forces sur les murs et le plafond. Mais il est évident qu'elle n'a aucune chance de faire bouger quoi que ce soit. Son dernier espoir arrive quand elle a l'idée d'utiliser l'appareil qu'elle porte au poignet pour entailler le mur. Mais là encore, rien n'y fait. Les larmes aux yeux, Lisa s'enferme dans un coin comme un animal en cage. Et elle n'a d'autre choix que d'attendre la suite des événements. Ok, Lisa a de la chance d'être en vie. Mais il semble maintenant que la lutte contre son kidnappeur soit devenue le cadet de ses soucis. Quand elle s'est cognée la tête contre le tableau de bord, le dernier endroit où elle s'attendait probablement à se réveiller était à l'intérieur d'une étrange cage pour animaux à l'allure futuriste. Cette structure est faite d'un métal impénétrable, ce qui ne lui laisse aucun moyen de s'en échapper autrement qu'à main nue. Elle a essayé de crier à l'aide, mais ça n'a pas fonctionné. Et utiliser le dispositif sur son poignet pour se libérer était en fait une bonne idée. Dommage que les parois de la cage soient beaucoup trop solides pour qu'elle puisse progresser. C'était une bonne tentative, mais malheureusement pour l'instant, il semblerait qu'elle ne soit pas en mesure d'aller où que ce soit de sitôt. Tout ce que Lisa peut faire pour l'instant, c'est attendre de voir ce qui va se passer. Mais elle devrait quand même essayer d'élaborer une sorte de plan, juste au cas où elle aurait soudainement l'occasion de s'échapper. Il n'y a aucun moyen de savoir pourquoi elle a été amenée ici ou par qui. Mais à moins que leur plan soit de la laisser piéger dans cette cage jusqu'à ce qu'elle meure, alors tôt ou tard, quelqu'un devra ouvrir la trappe pour lui donner de la nourriture et de l'eau. Ou peut-être même entrer à l'intérieur. Une des stratégies pourrait être alors de sauter sur la première personne qui entre en utilisant le gros dispositif qu'elle a au poignet pour lui donner une raclée, puis d'essayer de se frayer un chemin vers la sortie où qu'elle se trouve. Si ce n'est pas possible, elle devrait simplement essayer de prêter attention à tous les petits détails qui pourraient montrer une faiblesse dans leur sécurité. Peut-être que la personne l'a piégée ici à un horaire précis et qu'elle peut utiliser cette connaissance pour la devancer. Ou encore, peut-être qu'il y a une faille dans la construction de cette boîte et qu'elle pourrait l'exploiter pour s'en libérer. On pourrait croire qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour Lisa, mais si vous avez été attentif, vous avez probablement remarqué quelque chose à propos de ces lumières sur le mur. Il ne s'agit pas seulement d'une sorte d'art extraterrestre bizarre. La combinaison de points et de tirets indique clairement qu'ils ont écrit quelque chose en code Morse. Pour ceux qui ne le savent pas, le code Morse est un système qui utilise des points et des tirets pour représenter chaque lettre de l'alphabet et les chiffres de 0 à 9. Ainsi, si vous essayez de dire SOS, vous utiliserez 3 points pour les 2 S et 3 tirets pour le O. Le plus difficile est de comprendre ce que les messages disent réellement. Mais si Lisa sait déchiffrer le Morse, elle pourrait essayer de comprendre ce qui est écrit pour voir s'il y a quelque chose qui pourrait l'aider. Ça pourrait prendre un certain temps, mais c'est pas comme si elle avait autre chose à faire en ce moment. Le bon côté des choses, c'est que Lisa ne restera pas enfermée très longtemps dans cette boîte. Mais ce qui va se passer ensuite va lui faire regretter de ne pas en être sortie avant. Tout à coup, une trappe s'ouvre sur une des parois, et Lisa voit qu'elle mène à un tunnel long et étroit au bout duquel se trouve une lumière blanche et brillante. Ça ressemble à une sortie, mais ça pourrait aussi être un piège. Et il n'y a vraiment aucun moyen de savoir ce qui se passera si elle grimpe à l'intérieur. Elle décide de s'engager dans le tube avec prudence, et la trappe se referme immédiatement derrière elle. Maintenant qu'elle ne peut plus revenir en arrière, même si elle le voulait, Lisa n'a d'autre choix que de continuer à avancer. Pour ne rien arranger, l'appareil qu'elle porte au poignet se met tout à coup à indiquer un compte à rebours de 11 minutes. Et Lisa ne sait pas trop ce qui se passera quand il atteindra 0. Mais elle a déjà l'impression qu'elle préférerait ne pas le savoir. Prenant tout son temps, Lisa commence à ramper lentement dans le tunnel, centimètre par centimètre. Mais juste au moment où elle arrive à la moitié du chemin, un mur en face d'elle glisse tout à coup en travers du chemin et l'enferme. Terrifiée, la femme redouble d'ardeur et arrive au bout seulement pour se rendre compte qu'il n'y a vraiment aucune issue. Elle est à nouveau prise au piège. Mais pas complètement, parce que sur sa droite, il y a un deuxième passage beaucoup plus étroit qui s'étend perpendiculairement au tube dans lequel elle se trouve. Après avoir tourné son corps sur le côté pour passer entre les parois, elle se fraye un chemin à l'intérieur et commence à se tortiller dans le goulot exigu. Ok, dans une certaine mesure, c'est encore pire que la cage. Mais au moins, Lisa a maintenant la possibilité de progresser un peu. Nous ne savons toujours pas qui ou ce qui a construit cet endroit.
ni même si nous sommes encore sur la planète Terre. Mais pour nous donner les meilleures chances de survivre, nous devons absolument rester connectés à la réalité. Et avec tout ce qui s'est passé, il y a un détail très important qu'il pourrait être facile d'oublier. La réserve limitée d'oxygène de Lisa. Dans le monde réel, l'activité la plus proche de ce que Lisa fait ici est certainement l'exploration de grottes. L'étroitesse et la faible ventilation de ces espaces veulent dire qu'une des principales préoccupations des spéléologues est de tirer le meilleur parti de leur réserve d'air. Comme il n'y a pas d'entrée d'oxygène frais, le dioxyde de carbone que Lisa expire pourrait rapidement s'accumuler et la faire suffoquer. Ce serait une bien piètre façon de mourir après avoir fait tout ce chemin. Alors pour éviter que ça n'arrive, Lisa doit s'efforcer de prendre son temps. Je parle de réguler sa respiration, d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Non seulement ça l'aidera à prolonger sa réserve d'oxygène le plus longtemps possible, mais ça lui permettra aussi de rester calme et de se concentrer sur l'objectif final qui est de sortir de cet engin de malheur. C'est une toute petite chose, mais dans un scénario de vie ou de mort comme celui-ci, chaque détail compte. Et le contrôle de la respiration est la première étape pour réussir à s'échapper. Le resserrement ici est terrifiant, mais heureusement, il ne fait qu'une longueur de corps, ce qui permet à Lisa de se hisser rapidement à travers. Le tunnel suivant est presque identique au premier, sauf qu'il n'y a pas de promesse d'évasion pour la faire avancer vers l'autre côté. Utilisant le dispositif à son poignet pour éclairer le chemin, Lisa continue à avancer jusqu'à ce qu'elle arrive à un point où le tunnel se divise en une section supérieure et une section inférieure, avec une plateforme surélevée au centre. La femme examine attentivement les deux options qui s'offrent à elle, sans trouver de différence claire entre les deux. Elle décide de suivre son instinct et choisit de monter. Après s'être hissée sur la plateforme, Lisa commence à avancer à quatre pattes, le plafond plus haut de ce tunnel lui permettant de s'étirer un peu. Mais tout à coup, la plateforme commence à monter rapidement vers le plafond, menaçant de l'écraser comme une crêpe si elle ne sort pas à temps. Paniquée, Lisa rampe vers l'autre extrémité comme si sa vie en dépendait. Et elle parvient tout juste à passer sans être écrasée, s'effondrant d'épuisement dans le tunnel de l'autre côté. La femme reste allongée un moment, essayant de reprendre son souffle. Mais l'appareil à son poignet lui rappelle rapidement qu'il n'y a pas de temps à perdre. Derrière elle, la plateforme redescend à sa position initiale, comme si le tunnel se réinitialisait automatiquement pour la prochaine victime malheureuse. Lisa ne tarde pas à trouver une preuve concrète qu'elle n'est pas la seule à passer par là. Devant elle, elle aperçoit la silhouette d'une autre personne avec un appareil similaire attaché à son poignet. Mais quand elle l'appelle, la personne ne répond pas. En se rapprochant, Lisa comprend rapidement pourquoi elle ne répondait pas. Peu importe qui était cette personne, elle est morte. Et c'est pas une mort comme qui dirait ordinaire. C'est le genre de mort qui présente un corps déchiqueté et à moitié transformé en bouillie. Le seul moyen d'avancer est de passer par-dessus le cadavre du pauvre gars. Et c'est à contre-cœur que Lisa commence à écarter les morceaux de chair décomposés pour pouvoir se faufiler. Après avoir péniblement écarté le corps de son chemin, Lisa peut enfin continuer à avancer. Mais il ne reste maintenant plus que 2 minutes au compteur. Ok, il s'en est fallu de peu. Lisa progresse bien jusqu'à présent. Et après avoir passé le premier piège, il y a quelques éléments importants qu'elle a pu repérer et qui pourraient nous en dire plus sur ce qui se passe ici. Tout d'abord, nous avons notre cadavre. C'est dégueu, mais c'est aussi très instructif. Ce squelette visqueux est la preuve que Lisa n'est pas la seule personne à avoir été piégée dans ces tubes, et qu'elle n'est pas non plus la première personne à être arrivée aussi loin. Ça pourrait être une bonne nouvelle, mais comme c'est l'endroit où il est mort, et qu'il ne reste plus que 2 minutes sur le chronomètre, ça veut dire que nous allons bientôt avoir des ennuis. Et si j'étais Lisa, je serais à l'affût d'un nouveau piège ou d'un nouveau défi à relever. Le bout du tunnel est peut-être proche. Et ce qui est arrivé à ce type pourrait être la conséquence de notre incapacité à sortir avant que le chronomètre n'atteigne 0. Alors je suggérerais d'accélérer un peu le rythme pour ne pas subir le même sort. Nous devons nous concentrer sur ce qui nous attend. Mais le piège de la plateforme qui s'est refermé après qu'elle l'ait franchi indique également que d'autres prisonniers pourraient suivre le même parcours. Ça, combiné au corps, montre que ces tubes n'ont pas été spécialement conçus pour Lisa, mais qu'au lieu de ça, elle a dû être prise dans une sorte d'expérience beaucoup plus vaste. Je doute sérieusement que le conducteur du véhicule ait eu les compétences ou les ressources nécessaires pour faire quelque chose comme ça. Donc, faut avoir une vision plus large de l'ensemble. Et ça pourrait être important plus tard si nous trouvons d'autres indices sur le but ultime de tout ça. Le fait d'être coincé ici avec d'autres joueurs pourrait aussi vouloir dire que nous avons de gros ennuis. Et la situation pourrait même devenir dangereuse rapidement s'il s'avérait qu'ils ne sont pas amicaux. En gardant ça à l'esprit, Lisa devrait essayer de faire profil bas et de rester aussi silencieuse que possible. De cette façon, elle les remarquera avant qu'ils ne la remarquent, et elle aura alors une chance de décider quoi faire. En outre, il y a peut-être un moyen pour que ce mort puisse encore l'aider.
J'essaierai de prendre le dispositif de son bras, parce qu'il pourrait être utile plus tard. Il pourrait servir d'arme, de distraction, de moyen de vérifier la présence de pièges, ou même d'outil pour tenir les portes ouvertes si jamais elle en a besoin. Comme il n'y a pas grand-chose dans ces tubes, tout avantage qu'elle pourra se donner fera une grande différence. Et même si au final il s'avère inutile, c'est une occasion que je ne laisserai probablement pas passer. Le tube devant elle s'étend à perte de vue. Mais après avoir rampé pendant environ 1 minute, une grille métallique s'abaisse tout à coup du plafond, coupant la voie vers l'avant. Au même moment, la lumière à son poignet devient rouge, alors qu'il ne reste qu'1 minute au chrono, et des dizaines de petites torches sortent des parois, menaçant de la brûler vive. Terrifiée, Lisa tire sur la grille en essayant désespérément de passer. Mais c'est alors qu'un pan de mur derrière elle s'ouvre, créant une petite zone de sécurité. Lisa se précipite vers elle et roule à l'intérieur juste à temps. Mais elle est terrifiée quand une paroi transparente l'emprisonne à l'intérieur. Heureusement qu'elle y est parvenue, parce que dès que le chronomètre atteint 0, le tunnel entier se remplit de 2 tourbillons de flammes successifs qui l'auraient certainement réduite en poussière si elle n'avait pas atteint la zone de refuge. La cloison se rouvre et le mur se remet en place, repoussant Lisa vers le tube. Ce faisant, le plafond commence à s'abaisser vers elle, et Lisa abandonne, pensant qu'elle va être écrasée. Mais il s'arrête soudain à quelques centimètres de son visage, ne lui laissant qu'une trentaine de centimètres d'espace pour manœuvrer. Ne voulant pas se faire griller comme le dernier gars, elle prend une grande respiration et continue à avancer alors que le chronomètre sur son poignet se remet à 11 minutes. Elle rampe sur le dos et est incapable de bien voir où elle va. Mais Lisa finit par arriver à un endroit où elle sent que le sol descend jusque dans un profond bassin d'eau. Elle perd beaucoup de temps à essayer de se désaltérer. Mais alors qu'il lui reste à peine 9 minutes, elle est finalement contrainte de retenir sa respiration et de plonger vers la section suivante. Ok, waouh! Quelque part, c'est vraiment de pire en pire. Comme si le fait d'être piégée dans un tunnel sans fin ne suffisait pas, maintenant elle ne pourra même plus respirer jusqu'à ce qu'elle ait franchi la prochaine section. Super! Il n'y a pas d'autre solution pour elle. Mais comme nous ne savons pas non plus combien de temps elle va devoir rester là-dessous, il est absolument crucial que Lisa réussisse à retenir sa respiration le plus longtemps possible. Le record actuel de rétention de la respiration en plongée en apnée, c'est-à-dire sans l'aide d'une bouteille d'oxygène, est de 22 minutes. Sans déconner! Mais ces hommes passent des années à s'entraîner et à utiliser toutes sortes de trucs sophistiqués, comme respirer de l'oxygène pur avant de plonger. Quant à nous, nageurs moyens comme Lisa, nous travaillons avec un peu moins de temps, entre 30 secondes et 1 minute et demie. Ça ne doit pas vous rendre nerveux pour autant, parce que comme dans tout autre scénario de survie, la première clé pour s'en sortir vivant est de rester calme. C'est assez facile quand vous êtes sur le point de mourir dans un tunnel de la mort plein d'eau façon Jigsaw, pas vrai ? Pour passer de l'autre côté, Lisa doit prendre une grande inspiration par le nez afin de dilater son diaphragme et de permettre à ses poumons de se remplir d'autant d'air qu'il est physiquement possible. Une fois sous l'eau, elle devra faire des mouvements lents et contrôlés pour économiser son énergie et se diriger en utilisant une des parois du tunnel comme guide afin de ne pas tourner en rond. Le sol de cette zone descend dans un espace beaucoup plus grand, mais il est rempli d'eau jusqu'au plafond, ce qui oblige Lisa à se dépêcher pour trouver une sortie avant de se noyer. Se déplaçant rapidement, elle suit le plafond jusqu'à ce qu'une section s'ouvre et qu'elle puisse grimper un peu plus loin dans un autre tunnel. Lisa prend un instant pour reprendre son souffle. Mais quelques secondes plus tard, cette zone commence également à se remplir d'eau et son seul choix est de rester le plus près possible du plafond en attendant que l'inondation s'arrête. Finalement, la cavité se remplit complètement et elle peut nager jusqu'à une trappe de l'autre côté. Haletante, elle se retrouve à nouveau dans un long tunnel très bas, tout comme celui dans lequel elle a commencé. La progression est lente et au bout d'un moment, Lisa commence à céder à l'épuisement, prête à abandonner. Mais c'est alors que survient la chose la plus étrange. De quelque part dans l'obscurité, elle entend le son incomparable d'un homme vivant qui appelle à l'aide. Choquée, Lisa commence à ramper aussi vite qu'elle le peut vers le son de la voix de l'homme, suivant ses cris de plus en plus profondément dans le tunnel. Dans sa précipitation, elle manque de se faire tuer quand le sol se dérobe tout à coup sous elle, révélant une fosse de liquide vert bouillonnant d'environ 2 mètres de long. Après un examen approfondi, Lisa arrache une bande de sa combinaison et l'abaisse pour tester la flaque bouillonnante en dessous. Dès qu'elle touche le liquide, la bande de tissu grésille et fond littéralement, indiquant clairement qu'elle ne doit pas se baigner là-dedans. Cependant, le seul moyen de sortir est de passer par-dessus. Alors Lisa s'appuie sur la paroi du tunnel et commence à se frayer un chemin à la manière de Ninja Warrior. C'est un moment très tendu et elle parvient à traverser le tunnel sans tomber jusqu'à ce qu'elle glisse et laisse le haut de son genou droit toucher brièvement la surface. Mais elle réussit à se mettre à l'abri avec seulement un morceau de chair de la taille d'une pièce en moins sur son genou.
Ok, ça a l'air d'avoir fait mal, mais ce truc pourrait être aussi l'occasion d'une percée majeure, littéralement. Il n'y a aucun moyen de savoir exactement à quel type de liquide nous avons affaire, mais rien qu'en le regardant, nous pouvons dire qu'il s'agit d'une sorte d'acide ou d'une substance extraterrestre que nous n'avons pas sur Terre. Ce que nous savons, c'est qu'il est très corrosif et qu'il pourrait même ronger les parois du tunnel si Lisa trouve un moyen de l'appliquer en toute sécurité. Lisa n'a pas d'outils pour le moment, mais si elle pouvait trouver une sorte de contenant durable, peut-être qu'il tiendrait assez longtemps pour qu'elle puisse au moins essayer d'utiliser cet atout à son avantage. C'est pas gagné, mais ça ne peut pas faire de mal d'essayer si elle en a l'occasion. Sa jambe étant maintenant gravement blessée, Lisa continue de suivre le son de la voix de l'homme jusqu'à ce qu'elle arrive à une section où il y a un trou circulaire dans le sol menant à un tunnel identique juste en dessous d'elle. Alors elle passe la tête la première à travers le trou et commence à ramper dans la direction opposée vers lui. Finalement, elle arrive à une autre grille qui bloque le chemin. Et elle peut voir l'homme coincé derrière une grille similaire à quelques mètres de là. Ce type ne tient pas le coup aussi bien que Lisa, et quand elle essaie de le rallier pour qu'ils travaillent ensemble à sortir de cet endroit, sa seule réponse est de bredouiller « Je suis désolée » et de rire comme un fou au fur et à mesure qu'elle essaie de lui parler. Lisa tente de lui demander ce qu'il y a de son côté, mais il lui répond qu'il n'y a que lui, et il la prévient de se taire sinon ils reviendront pour la tuer. L'appareil sur leurs bras devient subitement rouge. Il ne leur reste plus qu'une minute au chrono. Au même moment, les torches émergent tout à coup d'en haut et une unique zone de sécurité s'ouvre dans la paroi. Mais cette fois-ci, c'est dans le tunnel à peu près à mi-chemin entre deux. Les barrières s'ouvrent et les deux protagonistes se précipitent vers la cavité salvatrice, se battant férocement comme des animaux sauvages pour savoir qui survivra. Mais Lisa y entre et parvient à coincer le bras de l'homme avec ses pieds jusqu'à ce que la paroi transparente tombe et le lui tranche carrément. En regardant l'autre main de l'homme, elle remarque qu'il a un tatouage en forme de croix et elle réalise qu'il s'agit du même homme qui l'a attaqué avant que tout ça ne commence. Une seconde plus tard, une explosion de flammes envahit le tube et l'homme meurt brûlé vif sous ses yeux. Mais ce n'est pas la dernière fois qu'on le verra. Épuisée, Lisa s'évanouit et se réveille quelque temps plus tard, toujours piégée dans le refuge. Tout à coup, un trou circulaire s'ouvre dans le plafond et il en sort un crâne humain bizarre attaché à une sorte d'appareil technologique avancé. S'approchant d'elle, le crâne soigne la blessure à la jambe de Lisa et sort de sa bouche un long tuyau qui se connecte à un port au niveau de son ventre, lui montrant d'une certaine manière le souvenir de la façon dont elle a été attaquée par Adam et est tombée de son véhicule. Puis la dernière chose qu'elle a vue, à savoir des étoiles se rassemblant dans le ciel pour créer un orbe géant d'une lumière aveuglante. Ok, Lisa l'a bien maîtrisé ici, n'est-ce pas? Au moins, elle s'est vengée de son agresseur. Et elle a même eu un bref instant de contact avec ce qui contrôle tout cet endroit. Mais après ça, je suis encore plus confuse. Ça ne peut pas être l'au-delà, à moins qu'Adam soit mort lui aussi. Alors aussi fou que ça puisse paraître, la seule explication logique semble être que nous avons tous les deux été enlevés par des extraterrestres sur la route. Et qu'il s'agit d'une sorte de jeu d'extraterrestres sur la mort. Le bon côté des choses, c'est qu'au moins Lisa est clairement gagnante jusqu'à présent. Elle aurait pu essayer d'attaquer ce crâne pour voir si ça l'aidait. Mais c'est probablement pas une bonne idée de risquer d'énerver celui qui dirige cet endroit de toute façon. Elle pourrait peut-être utiliser le casque du crâne pour récupérer un peu de l'acide qu'elle a dû dépasser un peu plus tôt, et s'en servir pour faire fondre les parois comme nous l'avons déjà mentionné. J'admets qu'il y a très peu de chances que tout fonctionne comme elle le prévoit dans sa tête. Mais avec toutes les autres choses bizarres qui se passent en ce moment, je pourrais être tentée d'essayer si je me sentais vraiment désespérée. En attendant, une chose qu'elle peut certainement faire, c'est essayer d'utiliser le bras d'Adam à son avantage d'une manière ou d'une autre. Comme nous l'avons mentionné, le corps qu'on a vu dans le premier piège, son bras ou même simplement son dispositif au poignet, aurait pu être utilisé à des fins diverses. Que ce soit pour se battre, distraire quelqu'un, vérifier qu'il y a des pièges ou tenir des portes ouvertes pour qu'elle puisse revenir sur ses pas. Après lui avoir montré la vision, le crâne se retire dans le plafond et la paroi transparente s'ouvre, permettant à Lisa de continuer à avancer. En examinant la main coupée d'Adam, elle découvre sur son poignet un étrange tatouage représentant un X entouré de 2 diamants. Tout à coup, une pale de ventilateur en rotation commence à descendre le tunnel dans sa direction. Et Lisa est obligée de ramper à reculons jusqu'à ce qu'elle parvienne à s'échapper par un autre trou dans le plafond. La minuterie à son poignet est déjà en train de décompter. Mais si elle pense qu'elle a survécu au pire, alors Lisa va avoir une drôle de surprise. Tout à coup, elle entend quelque chose bouger rapidement dans le tunnel au-dessus d'elle. Et de l'autre trou sort ce qui ne peut être décrit que comme un putain de zombie. Horrifiée, Lisa se met à ramper pour sauver sa vie avec la goule à sa poursuite, réussissant finalement à la semer quand elle atteint une autre série de virages serrés que le monstre ne semble pas être en mesure de suivre.
Elle n'a cependant pas le temps de se détendre, parce qu'il ne reste plus que 6 minutes au décompte, ce qui ne lui laisse pas d'autre choix que de continuer à avancer. Ok, juste au moment où je pensais que les choses ne pouvaient pas être pires, voilà maintenant qu'on a affaire à un Adam zombifié. Et cette chose est absolument terrifiante. Mais ce que j'ai tout de suite remarqué, c'est que ses yeux semblaient avoir été voilés par les flammes. Et le fait qu'il n'ait commencé à poursuivre Lisa qu'après qu'elle ait fait un grand bruit avec son appareil au poignet corrobore cette théorie. Sachant cela, la clé pour l'éviter doit être d'essayer de faire le moins de bruit possible quand il est dans les parages. Et toute distance qu'elle pourra mettre entre eux deux avant que la véritable course-poursuite ne commence sera extrêmement importante. Vous ne voulez certainement pas vous battre avec ce type ici-bas. Alors quand il faut agir, le meilleur choix est de continuer à ramper pour sauver votre vie et espérer qu'un des pièges finira par l'éliminer. Et si par malheur il réussissait à l'attraper, l'appareil qu'elle porte au bras pourra servir à lui fracasser la tête. Mais il sera difficile de bien le viser dans de telles conditions. Alors elle devrait essayer d'éviter un affrontement direct aussi longtemps que possible. Dans la salle suivante, Lisa se voit proposer un nouveau choix. Cette fois, elle doit choisir entre 2 tunnels identiques, l'un à gauche et l'autre à droite. Après les avoir vérifiés tous les deux, elle décide de prendre celui de gauche sans raison particulière. Elle entend le son d'un enfant qui fredonne, mais ce n'est pas n'importe quel enfant. Elle peut tout de suite dire qu'elle entend la voix de sa fille décédée. Le tunnel débouche sur une étrange pièce blanche dont les murs sont recouverts d'écrans tactiles qui lui montrent de saisissants souvenirs de son passé. Elle voit son père à travers les yeux du bébé qu'elle était dans son berceau. C'est comme si toute sa vie défilait devant ses yeux, y compris le jour où sa fille est morte tragiquement en tombant d'une fenêtre ouverte dans leur ancien appartement. Le cœur brisé, Lisa chuchote des excuses à la petite fille pour ne pas avoir été là pour elle. Mais c'est alors qu'elle entend une série de bruits sourds et menaçants qui se rapprochent rapidement. Quand elle lève les yeux, elle aperçoit une silhouette humaine rampant dans le tunnel. C'est le zombie. Et alors qu'elle s'échappe dans la section suivante, la créature descend de la trappe du plafond et rampe rapidement dans le tunnel derrière elle. À un moment donné, Lisa doit grimper une pente raide. Mais elle parvient à se glisser entre les murs et à se faufiler avant que la créature ne l'atteigne. Le tunnel situé au-dessus n'est pas vraiment mieux, puisqu'il est rempli de lianes couvertes d'épines acérées qui bloquent le chemin. Mais de l'autre côté, c'est la liberté. Tout à coup, l'appareil à son poignet s'allume. Il ne reste plus qu'1 minute, et les torches émergent déjà des parois. N'ayant pas d'autre choix, Lisa commence à se frayer un chemin entre les ronces. Elle se bat bien, mais la douleur est trop forte pour elle, et elle s'effondre à quelques centimètres de la ligne d'arrivée. Le compte à rebours se termine. Et maintenant, c'est l'heure de la crémation. Mais quand elle est sur le point d'être frite comme un nugget de poulet, le sol du tunnel se dérobe tout à coup et elle tombe dans un vide obscur en contrebas. Après un certain temps, Lisa se réveille et découvre qu'elle est de retour dans la même boîte qu'au début. Et après avoir dessiné le symbole du bras d'Adam sur le mur avec son propre sang, elle se recroqueville en position fétale pour pleurer. C'est alors qu'arrive son vieil ami Monsieur Crâne, qui tente de commencer à soigner ses blessures. Mais Lisa le repousse dans un premier temps. Elle réalise tout à coup que les symboles des tatouages d'Adam sont en fait des flèches formant un motif qui va à gauche, à droite, à droite, à gauche, à droite. Il doit s'agir d'indications sur les tunnels à emprunter. Et après avoir compris ça, elle décide de faire une nouvelle tentative. Ok, utiliser les symboles comme des directions est une bonne théorie. La vérité, c'est qu'elle n'a aucun moyen de savoir si les flèches sont vraiment des directions, ou même des flèches tout court. Elle pourrait tout aussi bien être une sorte d'extraterrestre bizarre dont elle n'a absolument aucune idée. En revanche, ce qu'elle sait, c'est que le chemin qu'elle vient d'emprunter l'amène au bout. Il lui suffit de suivre les mêmes directions, d'éviter les pièges, d'espérer se débarrasser du zombie, et quand elle arrivera dans la dernière pièce, au lieu de se précipiter, d'attendre que le feu ait brûlé toutes les épines avant de ramper vers la sortie. Super facile, simple comme bonjour. C'est un bon plan de secours au cas où l'idée des flèches ne fonctionnerait pas. Et même cette méthode aura plus que sa part de rebondissement. Et elle est sur le point de le découvrir. Avec un nouvel objectif, Lisa retourne dans les tunnels en contournant rapidement tous les obstacles, en évitant le premier piège à flammes et en plongeant dans la partie sous-marine. Le tout sans problème. Quand elle arrive à la flaque d'acide, elle l'utilise pour faire fondre le bracelet de son bras et trouve un autre motif de symbole caché en dessous, mais dans un ordre différent de celui du poignet d'Adam. En continuant à avancer, Lisa finit par revenir à la section où elle doit choisir d'aller à gauche ou à droite. Cette fois, elle choisit la droite, en suivant les indications du tatouage de son bras. Et maintenant, au lieu de la salle des souvenirs, elle arrive dans une autre pièce identique et se sert des symboles pour choisir le tunnel de gauche. Une troisième bifurcation se présente, et elle continue à suivre ce schéma en prenant le tunnel de droite. Jusqu'à présent, tout se passe très bien. Mais dès qu'elle atteint la moitié du tube, un trou dans le sol s'ouvre et Monsieur Zombie débarque pour s'incruster dans la fête.
En courant dans les tunnels, Lisa passe une autre bifurcation et se retrouve dans un tube un peu plus grand. Tout à coup, le tube les enferme tous les deux et la gravité commence à s'inverser de façon imprévisible, les envoyant tous les deux s'écraser contre les murs, le sol et le plafond jusqu'à ce qu'elle atteigne enfin l'autre côté. Il y a une autre bifurcation sur son chemin, et réfléchissant rapidement, Lisa jette son bracelet dans un des tunnels, distrayant le zombie pour qu'il s'en occupe, tandis qu'elle se cache de l'autre côté. Le plan fonctionne, mais il y a maintenant un problème. Il semble que Lisa se soit écartée de la séquence correcte des virages. Il n'y a plus de retour en arrière possible maintenant. Alors Lisa décide de voir où mène ce tunnel et finit par arriver à une étrange ouverture en forme de membrane un peu plus loin. En la franchissant, Lisa sort de l'autre côté de cette façon Ace Ventura sortant de son faux rhinocéros. Et elle débouche dans une sorte de grotte charnue. Alors qu'elle regarde autour d'elle, elle se rend compte qu'elle est entourée d'étranges figures extraterrestres de l'autre côté. Et l'une d'entre elles se penche même en avant pour partager un petit moment bizarre où elle se touche le front. Lisa étant soulagée de voir quoi que ce soit qui puisse ressembler de près ou de loin à une autre personne. Dans la salle suivante, elle voit son bracelet posé au milieu sur le sol. Mais apparemment, Monsieur Zombie est là lui aussi. Lisa essaie de l'attraper le plus discrètement possible, mais au moment où elle le fait, le chronomètre sonne bruyamment à 1 minute de la fin. Et le zombie se met à la poursuivre alors qu'elle se dépêche de revenir sur ses pas. Ok, avant de retourner dans ces tunnels, je dois souligner que Lisa est peut-être sur le point de tourner le dos à la meilleure chance qu'elle a de sortir de cet endroit. Nous savons déjà que les tunnels sont remplis de murs infranchissables et de pièges mortels. Mais ces étranges cavernes d'extraterrestres semblent être le lieu qui se rapproche le plus au monde extérieur qu'elle connaissait. Voici ce que je pense. En utilisant le bracelet, Lisa pourrait tuer le zombie et ensuite essayer de se frayer un chemin à travers un de ces étranges sacs à viande. Elle devra probablement combattre les aliens quand elle arrivera de l'autre côté. Mais qui sait, peut-être qu'ils ne sont pas aussi coriaces qu'on pourrait le croire, et que Lisa pourra se battre pour sortir de là où elle est, au lieu de devoir repasser par le chemin qu'elle a emprunté pour venir. Le tunnel se remplit rapidement de torches, et Lisa glisse dans le refuge, faisant un doigt d'honneur aux zombies depuis le côté sûr de la vitre. Mais cette fois, le feu ne vient pas. La paroi vitrée se rouvre et le mur commence à la repousser vers le tunnel. Mais Lisa s'y oppose. Après avoir coincé son pied contre le front du zombie, elle utilise la force du mur qui se referme pour lui écraser le crâne. Avec seulement 11 minutes au compteur, Lisa arrive à un autre embranchement dans le tunnel. Les symboles sur son poignet indiquent qu'elle doit aller à droite. Mais au moment où elle s'apprête à le faire, une balle d'enfant rebondit dans le passage à gauche. Lisa est choquée de voir sa fille Nina émerger de l'obscurité, essayant de convaincre la jeune femme de la suivre dans le mauvais tunnel. Pendant un moment, Lisa manque de la suivre, mais elle sent au fond d'elle-même que ce qu'elle voit n'est pas réel. Et après s'être excusée auprès de la fillette, elle fait demi-tour à contre-cœur pour suivre le bon chemin. La petite fille la suit jusqu'à la bifurcation, et alors qu'elle se donne une longue accolade d'adieu, elle fait un commentaire étrange. « Nous sommes tous fiers de toi. » Et quand Lisa ouvre les yeux, la fillette a disparu. Le tunnel prend alors un virage serré et Lisa aperçoit enfin la lumière du jour qui l'attend à l'autre bout. Mais alors qu'elle s'approche, une série de lames minutées descend soudain du plafond. Elle parvient à passer les 2 premières en chronométrant les intervalles entre leurs fermetures, mais la dernière lame se propulse trop rapidement pour que la ruse fonctionne. N'ayant pas d'autre choix, elle se lance à travers dès qu'elle s'ouvre. Mais elle est un peu trop lente, et son pied gauche est douloureusement coupé en 2. Lisa hurle de douleur, se traînant toujours vers la lumière au bout du tunnel. Mais quand elle l'atteint, elle réalise qu'il ne s'agit que d'un autre écran. Même après avoir fait tout ce chemin, il ne lui reste plus qu'à accepter la fin. Et alors que le tube se remplit de torches, elle est soudain projetée en lévitation vers une lumière blanche et brillante. Une fois de l'autre côté, Lisa se retrouve dans un étrange paradis extraterrestre où sa fille vient l'accueillir. La fillette explique à sa mère que son corps physique est mort à plusieurs reprises, mais qu'elles peuvent désormais vivre ici ensemble, réunies à nouveau toutes les deux. Ok, j'ai repoussé l'échéance pendant toute la durée de la vidéo. Mais putain, les amis, qu'est-ce qui vient de se passer? J'aurais probablement abandonné il y a bien longtemps. Alors bravo à elle pour s'être sortie de cette incroyable aventure. Mais qu'auriez-vous fait si vous aviez été dans cette situation? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci comme toujours d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment Battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Je suis à votre service les amis et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée!